La psychobiologie, elle correspond au domaine de la psychologie qui cherche à expliquer comment le corps, et surtout le cerveau, soutient les comportements et les activités mentales. Tu peux la voir comme un pont entre la biologie et la psychologie, qui va permettre de relier ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, à des mécanismes physiques qu'on peut mesurer. Elle est indispensable si tu veux saisir comment se manifestent les troubles mentaux, comment ils se développent et comment on peut concevoir des traitements efficaces. Imagine que tu t'intéresses à la dépression. La psychobiologie va t'aider à comprendre à la fois les symptômes psychologiques, comme la tristesse ou la perte de motivation, et les bases biologiques, comme les déséquilibres de certains neurotransmetteurs. Si tu réfléchis à des comportements du quotidien, comme la prise de décision ou la gestion du stress, la psychobiologie te montre comment ces comportements reposent sur des circuits neuronaux précis et sur des substances chimiques qui sont bien identifiées. Même si l'idée que le cerveau influence le comportement est ancienne, la psychobiologie, en tant que discipline structurée, commence vraiment à se développer au XIXe siècle. C'est cependant au XXe siècle que les avancées deviennent spectaculaires, notamment grâce à l'apparition de nouvelles technologies permettant d'observer le cerveau vivant et de mesurer son activité. Ces progrès techniques qui sont transformés des hypothèses assez générales en connaissances beaucoup plus précises sur les liens entre le cerveau et le comportement. Tu peux par exemple penser à l'arrivée de l'électroencéphalographie, puis de l'IRM et de la TEP, qui ont permis de passer d'une vision très globale du cerveau à une cartographie fine des régions impliquées dans telle ou telle fonction. Si tu compares les connaissances actuelles sur la mémoire, l'attention ou les émotions avec celles du début du XXe siècle, tu vois à quel point les outils technologiques ont fait évoluer la psychobiologie. Plusieurs chercheurs ont marqué l'histoire de la psychobiologie par leurs travaux expérimentaux. Lashley, il a cherché par exemple à localiser les fonctions mentales dans le cerveau en étudiant les effets de lésions cérébrales sur le comportement, ce qui a nourri le débat de la spécialisation des régions cérébrales. Sperry, lui, il est connu pour ses recherches sur les patients au cerveau, entre guillemets, divisé, qui ont permis de mieux comprendre le rôle respectif des deux hémisphères cérébraux. Kandel a de son côté étudié les bases cellulaires de la mémoire en montrant comment des modifications au niveau des synapses peuvent soutenir l'apprentissage. Quand tu apprends une nouvelle compétence, comme jouer un morceau de musique, ces travaux t'aident à comprendre ce qui se passe concrètement dans ton système nerveux. Si tu t'intéresses à la manière dont une expérience laisse une trace durable dans le cerveau, tu es directement dans le champ ouvert par ces grands noms. Le système nerveux, lui, constitue l'ossature biologique de tous les comportements. Il comprend le cerveau, la moelle épinière et l'ensemble des nerfs qui parcourent ton corps. Et il assure trois grandes fonctions: recevoir des informations, les traiter et envoyer des réponses qui sont adaptées. Chaque fois que tu perçois quelque chose, que tu réfléchis ou que tu agis, ton système nerveux orchestre ces opérations à une vitesse impressionnante. Quand tu retires ta main d'une surface brûlante, ton système nerveux reçoit l'information de la chaleur. Il la traite très rapidement et il déclenche une réponse motrice de retrait. Quand tu lis des lignes, un texte, ton cerveau va analyser les formes des lettres, les associer à des sons et à des significations, puis il organise ta compréhension. Même une simple conversation avec un ami mobilise ton système nerveux pour percevoir sa voix, interpréter ses propos et formuler ta réponse. Les hormones maintenant. Ce sont des substances chimiques produites par les glandes et libérées dans le sang. Elles vont influencer le fonctionnement de nombreux organes, y compris le cerveau. Certaines, comme l'oxytocine, sont souvent associées aux comportements sociaux, à l'attachement ou à la confiance, tandis que d'autres, comme le cortisol, sont liées à une réponse au stress. Ces hormones ne déterminent pas ton comportement à elles seules, mais elles le modulent
en agissant sur ton état interne. Par exemple, lorsque tu te sens très proche de quelqu'un, que tu partages un moment de tendresse ou de complicité, eh bien l'oxytocine peut être impliquée dans ce sentiment de lien. A l'inverse, si tu passes un examen important, ton organisme peut libérer du cortisol, ce qui augmente ta vigilance, mais peut aussi te rendre nerveux. Quand tu remarques que ton humeur ou ta réactivité change dans certaines situations, eh bien tu peux te demander quelles hormones sont en jeu. Les gènes, quant à eux, participent à la construction de ton organisme, y compris de ton cerveau. Et ils peuvent donc influencer ton comportement de manière directe, en déterminant la structure de certaines régions cérébrales ou la manière dont les neurones se connectent entre eux. Ils contribuent de cette manière à façonner tes capacités et tes tendances. Ils peuvent aussi agir de façon indirecte, par exemple en modulant ta sensibilité à l'environnement ou ta vulnérabilité à certains facteurs de stress. Si tu remarques que certains membres d'une même famille partagent des traits de caractère ou des réactions similaires, eh bien tu peux y voir une part d'influence génétique. Quand deux personnes exposées au même événement stressant ne réagissent pas de la même façon, des différences génétiques peuvent expliquer en partie cette variabilité. Tu peux aussi penser aux talents ou aux difficultés qui semblent plus fréquentes dans certaines familles, ce qui illustre l'impact des gènes sur le comportement. La cognition va regrouper des fonctions comme la mémoire, l'attention, la perception, le langage. Et toutes reposent sur l'activité coordonnée de réseaux de neurones dans différentes zones du cerveau. Chaque région cérébrale contribue à certains aspects de ces fonctions, mais c'est leur interaction qui permet une cognition fluide et efficace. L'étude des bases neuronales de la cognition cherche à relier des processus mentaux précis à des schémas d'activation cérébrale. Quand tu essayes de te souvenir d'un numéro de téléphone, tu mobilises des régions impliquées dans la mémoire de travail et dans le maintien temporaire de l'information. Lorsque tu te concentres pour suivre un cours malgré des bruits autour de toi, ton système attentionnel filtre les distractions grâce à l'activité de certaines zones frontales et pariétales. Quand tu reconnais le visage d'un ami dans la foule, des régions spécialisées de ton cortex visuel participent à cette reconnaissance. Les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles reposent elles aussi sur l'activité de circuits neuronaux spécifiques. Des structures comme l'amygdale jouent un rôle central dans la détection des stimuli émotionnellement significatifs, notamment ceux liés à la peur ou au danger. Le cortex préfrontal, lui, intervient dans la régulation de ces émotions, dans l'évaluation des situations et dans la prise de décision en contexte émotionnel. Si par exemple tu sursautes en entendant un bruit soudain dans la rue, eh bien ton amygdale participe à cette réaction rapide de vigilance. Quand tu prends le temps de relativiser une mauvaise nouvelle et que tu parviens à te calmer, ton cortex préfrontal contribue à cette régulation émotionnelle. Lorsque tu hésites entre suivre une impulsion immédiate ou réfléchir aux conséquences à long terme, eh bien tu peux imaginer un dialogue interne entre ces circuits émotionnels et ces circuits plus rationnels. Enchaînons avec le système nerveux autonome et les liens qu'il a avec le comportement. Parce qu'il faut savoir que le système nerveux autonome, il gère automatiquement du coup un grand nombre de fonctions vitales, comme la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion, la transpiration. Même si tu n'en as pas conscience en permanence, il réagit à tes états mentaux et à tes comportements, et il participe à tes réponses physiologiques face aux événements. Il existe donc un aller-retour constant entre ce que tu vis psychologiquement et ce qui se passe dans ton corps. Quand tu te sens très stressé avant de parler en public, tu peux remarquer que ton cœur bat plus vite, que tes mains deviennent moites ou que ta respiration s'accélère, ce qui illustre l'activation de ton système nerveux autonome. Si tu pratiques des exercices de relaxation ou de respiration, tu peux influencer ce système et observer une diminution de ta fréquence cardiaque et de ta tension interne. Quand tu te détends après une journée chargée, ton organisme bascule progressivement vers un monde plus calme, géré par une autre branche du système. Le stress, il correspond à une réponse de ton organisme face à une situation perçue comme exigeante ou menaçante.
et il s'accompagne de modifications psychophysiologiques importantes. Parmi ces changements, on retrouve l'augmentation de la fréquence cardiaque, la mobilisation de l'énergie et la libération de cortisol, une hormone clé de la réponse au stress. Ces réactions peuvent être utiles à court terme, mais elles deviennent problématiques si elles se prolongent. Quand tu passes un concours ou un examen, tu peux ressentir une tension intérieure, une accélération du cœur et une difficulté à te détendre, ce qui traduit l'activation de ton système de stress. Si cette activation se répète trop souvent ou dure trop longtemps, tu peux te sentir épuisé, irritable ou démotivé, ce qui montre l'impact du stress chronique sur ton corps et ton psychisme. Quand tu apprends à mieux gérer ton stress, tu agis à la fois sur tes pensées, tes émotions et tes réactions physiologiques. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui sont libérées par les neurones pour communiquer entre eux au niveau des synapses. Ils jouent un rôle central dans la régulation du comportement parce qu'ils influencent l'excitabilité des neurones et la transmission des signaux dans les circuits cérébraux. Parmi eux, la dopamine et la sérotonine sont particulièrement étudiées pour leur lien avec la motivation, l'humeur et de nombreux comportements. Donc quand tu ressens une forte motivation à atteindre un objectif, comme terminer un projet ou réussir un défi, la dopamine est souvent impliquée dans ce sentiment de récompense et d'anticipation. Si tu traverses une période de tristesse prolongée ou de perte d'intérêt, des déséquilibres de la sérotonine vont peut-être être en cause, même si ce n'est jamais l'unique explication. Donc, quand tu constates que certains médicaments ou certaines substances modifient ton humeur ou ton énergie, c'est souvent parce qu'ils agissent sur ces neurotransmetteurs. Les médicaments psychiatriques sont, eux, conçus pour agir sur l'activité des neurotransmetteurs et des circuits neuronaux, pour soulager des symptômes psychiques. Les antidépresseurs, par exemple, vont modifier la disponibilité de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, tandis que les antipsychotiques vont cibler d'autres systèmes, notamment dopaminergiques. Leur objectif, c'est de rétablir un certain équilibre dans le fonctionnement cérébral, même si leurs effets peuvent varier d'une personne à l'autre. Si tu connais quelqu'un qui prend un antidépresseur, tu peux observer que sur la durée, son humeur peut s'améliorer, son énergie remonter, ses pensées devenir moins négatives, ce qui reflète l'action du médicament sur le système neurochimique. Quand une personne souffrant de troubles psychotiques prend des antipsychotiques, la diminution des hallucinations ou des idées délirantes illustre l'impact de ces substances sur les circuits dopaminergiques. Et puis tu peux aussi remarquer que ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires, ce qui montre quand même que modifier les neurotransmetteurs, ce n'est jamais totalement neutre. La dépendance aux drogues maintenant. Elle peut être comprise comme le résultat de modifications durables de l'activité des neurotransmetteurs et des circuits neuronaux impliqués dans la récompense et la motivation. Les substances psychoactives perturbent le fonctionnement normal de ces systèmes, souvent en augmentant artificiellement la libération de certains neurotransmetteurs ou bien en modifiant la sensibilité des récepteurs. À force de répétition, le cerveau s'adapte à ces changements, ce qui contribue à la dépendance. Quand une personne consomme régulièrement une drogue qui stimule fortement la dopamine, elle peut ressentir un plaisir intense au début, puis avoir besoin de doses de plus en plus importantes pour retrouver le même effet. Si elle essaye d'arrêter, elle peut éprouver un manque, une irritabilité ou une baisse de motivation, ce qui traduit les adaptations de ces circuits neuronaux. Quand tu entends parler de comportements compulsifs liés à certaines substances, tu peux les relier à ces modifications profondes du système de récompense. Les traits de personnalité, quant à eux, ne sont pas uniquement le produit de l'éducation ou de l'environnement. Ils possèdent aussi une part d'irritabilité. Les études sur les jumeaux, notamment, montrent que certains aspects de la personnalité sont plus fréquemment partagés par des jumeaux monozygotes que par des jumeaux dizygotes, ce qui suggère une influence génétique. Ça ne veut pas dire que la personnalité est figée, mais que les gènes contribuent à certaines tendances de base. Si tu observes deux jumeaux élevés ensemble ou séparément et que tu constates des ressemblances marquées dans leur manière de réagir, de s'affirmer ou de gérer les émotions,
Tu peux y voir l'effet de facteurs génétiques. Quand tu compares ta propre personnalité à celle de tes parents ou de tes frères et sœurs, tu peux repérer des points communs qui ne s'expliquent pas uniquement par l'éducation. Ces observations illustrent l'idée que la personnalité résulte d'un mélange de prédispositions génétiques et d'expériences de la vie. Enchaînons sur les influences génétiques, sur les troubles mentaux maintenant. Parce que de nombreux troubles mentaux, comme la schizophrénie ou la dépression, présentent une composante génétique. Ça veut dire que certaines variations génétiques augmentent la probabilité de développer ces troubles sans pour autant les rendre inévitables. Les recherches en psychologie comportementale génétique, elles cherchent à identifier ces influences et à comprendre comment elles interagissent avec l'environnement. Si un membre de ta famille souffre de schizophrénie, le risque que tu développes ce trouble est plus élevé que dans la population générale, ce qui montre l'existence d'une vulnérabilité génétique. De même, si plusieurs personnes d'une même famille ont connu des épisodes dépressifs, ça peut refléter une prédisposition partagée. Par contre, tu peux aussi voir des personnes avec une vulnérabilité génétique qui ne développent jamais de troubles, ce qui rappelle quand même le rôle déterminant des expériences de vie et du contexte. Et donc, pour comprendre pleinement le comportement, il est essentiel de considérer l'interaction entre les gènes et l'environnement. Les gènes ne s'expriment pas dans le vide, ils interagissent avec les conditions de vie, les événements, les relations sociales et les apprentissages. Cette interaction, elle explique pourquoi des individus qui ont des prédispositions similaires peuvent suivre des trajectoires très différentes selon leur environnement. Si une personne possède une vulnérabilité génétique à l'anxiété, mais qu'elle grandit dans un environnement sécurisant, soutenant et stable, elle peut développer des stratégies d'adaptation efficaces et ne jamais présenter de troubles sévères. A l'inverse, une autre personne avec une vulnérabilité comparable, mais qui est exposée à des traumatismes ou à un stress chronique, peut développer un trouble anxieux marqué. Quand tu réfléchis à ton propre parcours, tu peux te demander comment tes dispositions de départ ont rencontré les expériences que tu as vécues. Pour explorer les liens entre cerveau et comportement, la psychobiologie s'appuie sur différentes méthodes, dont l'imagerie cérébrale. Des techniques comme l'IRM permettent de visualiser la structure du cerveau, tandis que la TEP, tomographie par émission de positons, ou certaines formes d'IRM fonctionnelles, montre l'activité cérébrale en temps réel. Ces outils offrent une fenêtre précieuse sur le fonctionnement du cerveau vivant. Quand tu vois une image colorée d'un cerveau avec des zones qui s'allument pendant une tâche, tu regardes souvent le résultat d'une IRM fonctionnelle ou d'une TEP. Si un patient présente des troubles de la mémoire après un accident, une IRM structurelle peut révéler des lésions dans des régions clés comme l'hippocampe. Pour des chercheurs comparent l'activité cérébrale de personnes dépressives et non dépressives, ils utilisent ces techniques pour repérer les différences dans certains réseaux neuronaux. Les tests neuropsychologiques, eux, sont des outils standardisés qui permettent d'évaluer les fonctions cognitives et émotionnelles d'une personne. Ils mesurent par exemple la mémoire, l'attention, le langage, les capacités visio-spatiales ou bien les fonctions exécutives. Et ils aident à repérer des déficits spécifiques. Ces tests sont essentiels pour établir des profils de fonctionnement et pour orienter les diagnostics et les prises en charge. Si tu passes un bilan neuropsychologique, tu peux être amené à répéter des listes de mots, à résoudre des problèmes, à copier des figures ou à répondre à des questions sur des histoires entendues. Si une personne a subi un traumatisme crânien, ces tests peuvent montrer que sa mémoire de travail est altérée alors que son langage reste intact. Quand un clinicien cherche à distinguer un trouble de l'attention d'un trouble anxieux, il peut s'appuyer sur les résultats de ces évaluations. Les études pharmacologiques, elles, vont examiner les effets de substances chimiques sur le comportement et sur le fonctionnement cérébral. En administrant des médicaments ou d'autres composés et en observant les changements qui en résultent, les chercheurs peuvent mieux comprendre le rôle des neurotransmetteurs et des circuits neuronaux. Ces études sont cruciales pour développer de nouveaux traitements
et pour affiner l'utilisation de médicaments qui existent déjà. Si un nouveau médicament est testé pour réduire les symptômes d'anxiété, les chercheurs vont observer non seulement l'évolution des ressentis des patients, mais aussi, parfois, les modifications de leur activité cérébrale. Quand une substance expérimentale améliore la mémoire dans un groupe de participants, ça suggère qu'elle agit sur des systèmes impliqués dans l'apprentissage. Si un médicament provoque des effets secondaires inattendus sur l'humeur ou le sommeil, les études pharmacologiques permettent d'en comprendre les mécanismes. Et puisqu'on est dans les études, enchaînons avec les études génétiques. Ces études-là vont chercher à relier certaines variations génétiques à des comportements ou à des vulnérabilités particulières. Elles peuvent porter sur des familles, des jumeaux ou de larges échantillons de population et elles utilisent des outils de plus en plus sophistiqués pour analyser le génome. L'objectif, c'est de mieux cerner l'influence des gènes sur le comportement sans oublier leur interaction avec l'environnement. Si des chercheurs identifient un ensemble de gènes associés à un risque accru de dépression, ils peuvent ensuite étudier comment ce risque se manifeste selon les contextes de vie. Quand une étude montre que certains polymorphismes génétiques sont liés à une plus grande sensibilité au stress, ça éclaire les différences individuelles dans les réactions aux événements difficiles. En gros, si tu entends parler de gènes de la personnalité ou de gènes de la vulnérabilité, eh bien ces expressions renvoient souvent à ce type de travaux, même si, attention, la réalité est toujours multifactorielle. En psychologie clinique, la psychobiologie fournit des clés pour comprendre et traiter les troubles mentaux. Elle permet de relier les symptômes observés à des dysfonctionnements dans certains systèmes cérébraux ou neurochimiques, ce qui aide à concevoir des interventions plus ciblées. Elle rappelle aussi que les troubles psychiques ont une dimension biologique, sans pour autant nier l'importance des facteurs psychologiques et sociaux. Si un psychologue clinicien travaille avec une personne dépressive, il peut tenir compte à la fois de ses pensées négatives, de son histoire de vie et des déséquilibres possibles de ses neurotransmetteurs. Quand une thérapie psychologique améliore l'état d'un patient, des études montrent parfois des changements dans l'activité de certaines régions cérébrales, ce qui illustre le lien entre intervention psychologique et modification biologique. Si tu envisages de travailler en clinique, tu comprends que la psychobiologie va t'aider à articuler ces différents niveaux d'explication. En psychiatrie, la psychobiologie joue un rôle central dans le développement de nouveaux médicaments et dans la compréhension des effets des traitements existants. En étudiant comment les substances agissent sur les neurotransmetteurs et les circuits neuronaux, les psychiatres peuvent affiner les indications thérapeutiques et mieux gérer les effets secondaires. La psychobiologie contribue aussi à affiner les classifications des troubles en fonction de leur base biologique. Si un psychiatre prescrit un antipsychotique à un patient qui souffre de schizophrénie, il s'appuie sur des connaissances psychobiologiques concernant la dopamine et d'autres systèmes. Quand un nouveau type d'antidépresseur arrive sur le marché, il a été développé à partir d'hypothèses sur des mécanismes neurochimiques précis. Si un patient ne répond pas à un traitement, la compréhension des bases biologiques peut orienter vers une autre molécule ou vers une combinaison de thérapies. En neurologie, la psychobiologie, elle aide à comprendre comment les troubles du système nerveux se traduisent par des modifications du comportement. Les lésions cérébrales, les maladies neurodégénératives ou les atteintes de la moelle épinière ont des conséquences à la fois physiques et psychiques que la psychobiologie permet de relier à des mécanismes précis. Elle éclaire ainsi les liens entre structures cérébrales, fonctionnement et comportement. Si une personne présente des troubles de la mémoire après un accident vasculaire cérébral, la neurologie et la psychobiologie vont chercher à localiser les régions atteintes et à comprendre leur rôle dans la mémoire. Quand un patient atteint de la maladie de Parkinson montre des difficultés motrices, mais aussi des changements émotionnels ou cognitifs, la psychobiologie aide à relier ces symptômes à la dégénérescence de certains neurones. Si tu t'intéresses au lien entre cerveau lésé et comportement, tu te situes au croisement de la neurologie et la psychobiologie. En pharmacologie, la psychobiologie permet de comprendre comment les médicaments agissent sur le système nerveux et sur le comportement.
Elle aide à identifier les cibles moléculaires des substances, à prédire leurs effets et à anticiper leurs risques. Cette approche, elle est indispensable pour concevoir des traitements qui modifient l'activité cérébrale de manière utile et la plus sûre possible. Quand un pharmacologue étudie l'effet d'un anxiolytique, il analyse comment ce médicament influence certains récepteurs dans le cerveau et comment ça se traduit par une diminution de l'anxiété. Si un médicament provoque de la somnolence, des troubles de la mémoire ou des modifications de l'humeur, la psychobiologie permet d'expliquer ces effets à partir des systèmes neurochimiques touchés. Quand tu lis une notice de médicament qui mentionne des effets sur le système nerveux central, eh bien tu es directement dans le champ de la psychobiologie. La psychobiologie, elle fait face à plusieurs défis majeurs pour les années à venir. L'un des plus importants consiste à mieux comprendre les mécanismes biologiques qui sous-tendent les troubles mentaux pour proposer des traitements plus efficaces et plus personnalisés. Un autre défi est d'explorer des questions fondamentales sur la nature de la conscience et de l'expérience subjective, qui restent encore largement mystérieuses malgré les progrès réalisés. Si tu te demandes comment une activité électrique et chimique dans le cerveau peut donner naissance à une expérience consciente, tu touches à l'un des grands enjeux de la psychobiologie contemporaine. Quand tu entends parler de thérapies innovantes ou de médicaments de nouvelle génération pour les troubles psychiatriques, tu peux imaginer tout le travail de recherche psychobiologique qui les a rendus possibles. Les avancées technologiques comme les nouvelles méthodes d'imagerie ou les outils de génétique laissent entrevoir des découvertes encore plus fines sur les liens entre cerveau, corps et comportement.